Le discours d'un agresseur russe et d'une Ukraine agressée est totalement dominant dans la presse occidentale, Diplometrix inclus. Mais même avant cette guerre, nous avions tout à fait conscience que l'Ukraine avait de sérieux problèmes de gouvernance et surtout de corruption. Même le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'est pas tout à fait irréprochable. Il est tout bonnement impossible de garantir qu'il n'a pas été mêlé à des affaires obscures. C'est vrai que toutes nos vidéos sur le conflit russo-ukrainien partent du principe qu'il s'agit d'une agression barbare. Et là, on parle de vraie barbarie qui viole les principes du droit international, qui remet en cause toutes les règles du multilatéralisme et qu'il est nécessaire que la communauté internationale, et tout particulièrement l'Union européenne et l'OTAN, y répondent avec fermeté. Chez Diplo, on a même soutenu les sanctions commerciales contre la Russie et les livraisons d'armes à l'Ukraine. Mais beaucoup de pays du tiers-monde, ou pour être plus politiquement correct, les pays non alignés ou en voie de développement, ne sont pas convaincus. L'année dernière, lors d'un vote à l'Assemblée générale des Nations Unies en février 2023, 141 pays ont soutenu une résolution demandant à la Russie de se retirer de l'Ukraine, tandis que 32 pays se sont abstenus et 7 ont voté contre. En gros, la moitié des États membres de l'ONU ont refusé de légitimer les sanctions internationales. Or, ce ne sont pas tous des États satellites de la Russie, comme la Biélorussie ou quelques-unes des républiques d'Asie centrale. C'est juste que leurs intérêts vitaux diffèrent de ceux de l'Occident. Mais c'est légitime et même nécessaire de s'interroger sur le bien fondé de la démarche occidentale. Le manichéisme a ses limites. Poutine est-il 100% fautif dans cette histoire? L'OTAN a-t-il des responsabilités dans le déclenchement de la guerre en Ukraine? Eh ben, pour faire très court, oui, il existe des arguments en faveur des positions russes. Et ce ne sont pas des justifications tirées des pamphlets propagandistes du Kremlin. On va te citer des gens considérés parmi les meilleurs dans leurs disciplines respectives, des analystes politiques et experts des relations internationales, des universitaires, des diplomates, des journalistes. Et on va commencer par une conférence de John Mearsheimer, un professeur de sciences politiques à l'université de Chicago. Son titre, Pourquoi l'Ukraine est la faute de l'Occident. On est actuellement à plus de 29 millions de vues au compteur. Alors, on va analyser les principales théories qui remettent en cause le discours occidental et qui valident d'une manière ou d'une autre l'action de Poutine. Alors, ces théories, quelles sont-elles ? L'idéalisme versus la realpolitik. Mearsheimer est un partisan du réalisme, qu'on appelle aussi la realpolitik. C'est une vision des relations internationales qui suppose que les États évoluent dans un monde anarchique et qu'ils agissent en fonction de leurs intérêts propres et de leurs rapports de force avec les autres États. Les réalistes estiment qu'il est impossible que les États coopèrent sur la base de principes éthiques. C'est le principe du jeu à somme nulle qui l'emporte. Si des États gagnent, d'autres perdent forcément. Dans une société anarchique, c'est forcément la loi du plus fort qui prime. Et c'est justement avec cette grille de lecture que la Russie analyse l'expansion de l'OTAN. Un expansionnisme qui constituerait une menace existentielle pour la Russie. Mais est-ce que l'énoncé même de la question est correct? Peut-on réellement parler d'une expansion de l'OTAN? Déjà, il y a une énorme confusion sémantique. C'est pas la même chose d'être proactif et de solliciter l'adhésion d'États tiers que de proposer une procédure de candidature libre. Tous les États qui ont intégré l'OTAN l'ont fait de leur propre volonté. Des pays comme l'Irlande et l'Autriche ont fait le choix de la neutralité et personne ne leur a forcé la main. Donc déjà, premier argument, l'OTAN s'élargit, certes, mais à la demande de pays tiers. Elle ne pratique pas une politique d'expansionnisme. Elle s'était déjà bien élargie à la fin des années 90 et au début des années 2000 en incorporant des ex-républiques soviétiques mais aussi les ex-républiques yougoslaves. Alors mis à part l'Albanie en 2009, il n'y avait pas eu de nouvelles adhésions depuis un sacré bail. Alors le contre-argument des adeptes de la realpolitik, c'est que dans les faits, Moscou craint la formation d'une alliance militaire de plus en plus puissante à ses frontières. Que dirait-on si le Mexique ou le Canada formaient une alliance avec la Chine ou la Russie? Si la Belgique ou l'Espagne formaient une alliance avec l'Iran? Et bah c'est pourquoi les États-Unis ont toujours combattu la Russie à travers Cuba et le Nicaragua, mais aussi les nouvelles routes de la soie chinoises qui sont en train de prendre pied en Amérique latine. En
En plus concret, on a la crise des missiles de Cuba en 62. Ce fut le moment le plus chaud de la guerre froide. On est passé tout près de la guerre nucléaire. Cuba n'est qu'à 144 km des côtes de la Floride. Or, l'île a fait partie de l'orbite soviétique pendant plusieurs décennies. Et c'est justement sur cette île que les soviétiques avaient décidé de déployer, avec l'accord du régime castriste, des missiles balistiques équipés d'ogives nucléaires. L'issue a permis à l'Union soviétique de ne pas perdre totalement la face parce que les États-Unis ont accepté en contrepartie de retirer leurs missiles Jupiter d'Italie et de Turquie. Bon, revenons au temps présent. L'OTAN salue les aspirations euro-atlantistes de l'Ukraine et de la Géorgie à l'adhésion à l'OTAN. Nous avons convenu aujourd'hui que ces pays deviendront membres de l'OTAN. L'OTAN avait explicitement donné son aval à l'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie quelques mois seulement avant que n'intervienne militairement la Russie pour soutenir la province rebelle de l'Ossétie du Sud. Le feu vert de l'OTAN était effectivement un signal fort adressé à Moscou. En revanche, la plausibilité d'une adhésion était beaucoup plus hypothétique. Déjà, le peuple ukrainien a élu comme président en 2010 Yanukovych, pro-russe et hostile à l'OTAN. Puis, il y a des questions de compatibilité et de respect des normes fixées par l'OTAN. Déjà, l'armée ukrainienne était usée par la corruption et ses dotations en équipement militaire soviétique n'étaient juste pas à la hauteur des exigences de l'OTAN. Quand les Russes ont envahi la Crimée en 2014, l'Ukraine n'avait même pas l'équipement nécessaire pour habiller ses soldats. L'OTAN aurait perdu au change, c'est certain. Mais alors, pourquoi se défendre d'une telle déclaration 2 ans auparavant? Mais oui, dans ce cas précis, c'est vrai, il s'agissait bien d'une provocation de l'OTAN adressée au Kremlin. Mearsheimer avait raison sur ce point. Sa proposition pour éviter la guerre était très lucide. My view is we should create a neutral Ukraine, which is a buffer state between NATO and Russia. Une suggestion tout à fait raisonnable, sauf que cette thèse, il l'a proposée en 2015. À l'époque, il était un peu tard pour ça. If they were trying to create a greater Russia by invading Ukraine and by invading the Baltic states, they'd be jumping into the briar patch. In fact, again, if you want to wreck Russia, what you should do is tell them to try and create a greater Russia. Mais toutes ces théories issues du courant réaliste ont volé en éclats lorsque Poutine, contre toute attente, a déclenché l'invasion de l'Ukraine. Reprenons le déroulé étape par étape. Déjà, la guerre en Ukraine, elle a débuté en 2014, pas en 2022. À l'époque, il n'était pas question pour l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN. Ce qui a réellement provoqué la colère de Poutine, c'est ça. L'Ukraine signe l'accord d'association avec l'Union européenne. Un accord commercial. En fait, les manifestations pro-européennes de l'Euromaïdan en 2013 avaient abouti à la destitution de Yanukovych et de son gouvernement pro-russe. Ces manifestations avaient eu lieu suite au refus de Yanukovych de signer l'accord d'association avec l'UE au profit d'un accord avec la Russie. Ce sont des centaines de milliers d'Ukrainiens favorables à un accord avec l'Union européenne qui manifestèrent contre cet accord et le gouvernement de Yanukovych. Celui-ci et ses alliés n'ont pas manqué d'accuser les États-Unis d'avoir orchestré un pseudo-coup d'État. Objectivement, quel que soit le degré d'intervention des États-Unis, les centaines de milliers de civils qui ont manifesté avaient clairement une dent contre leur gouvernement et puis contre la Russie aussi. Alors, quel lien entre l'OTAN et l'Union européenne? Justement, il n'y en a pas de concret. Il y a des pays qui sont membres de l'UE et qui ne font pas partie de l'OTAN. Je prends pour exemple l'Autriche, l'Irlande et jusqu'à il y a très peu de temps, avant la guerre russo-ukrainienne, la Suède et la Finlande. Le conflit russo-ukrainien a donc débuté à cause de l'échec d'un accord commercial. Un accord réfuté par la voix du peuple et pas à cause d'une ingérence extérieure. L'Ukraine n'a pas menacé la Russie avec des missiles balistiques à charge nucléaire, comme on aime entendre dans les sphères complotistes. Et l'Ukraine n'en était pas non plus à son coup d'essai avec la Russie. En fait, Kiev avait déjà eu des difficultés avec Moscou en 2005 et en 2008 avec l'interruption de livraison de gaz russe. À l'époque, la capitale ukrainienne cherchait à augmenter la redevance perçue sur le gaz russe qui transite sur son territoire, tout en demandant une baisse du prix du gaz russe qu'elle achetait pour sa propre consommation. Alors, est-ce qu'un accord de libre-échange avec l'Union européenne représente une menace existentielle pour la Russie? Voilà ce qu'en pense Mearsheimer. The only thing that matters is what Vladimir Putin thinks. And if Putin and his lieutenants think it's an existential threat, we ought to be very careful in dealing with him. Cette proposition tient debout, mais l'Ukraine est un État souverain et stratégique, ne serait-ce que par son statut de grenier de l'Europe. Si l'Ukraine décide de traiter avec l'Union européenne, elle n'a pas à refuser pour éviter de brusquer Poutine.
I fully understand why the Ukrainians want to join the West. But the fact is, the Russians find that unacceptable. And the Russians are much more powerful than the Ukrainians. L'Ukraine devrait donc se plier aux exigences de neutralité de la Russie, pas uniquement sur la question militaire, mais aussi pour les affaires commerciales et politiques. Difficile d'admettre cette réalité. Ça revient à habiliter le plus fort. Dans ce cas, autant revenir sur les progrès du multilatéralisme de ces dernières décennies et reprendre les politiques expansionnistes européennes à recoloniser les pays les plus faibles et à leur imposer nos lois. Ce sont 44 millions d'Ukrainiens qui se sont soumis à la volonté d'une puissance étrangère, qui sont dans l'incapacité de choisir leur gouvernement et de négocier des accords commerciaux dans leur propre intérêt. Ce n'est pas une forme de neutralité, c'est une soumission involontaire à la Russie. Et c'est aussi un aveu de faiblesse de l'Occident, puisque le droit de commercer avec qui bon lui semble, selon ses principes, lui est tout simplement refusé. La Russie pouvait-elle réalistiquement envisager que l'Ukraine et l'Union européenne se plieraient à sa volonté ? Si elle en doutait, la résilience ukrainienne et le soutien de l'Occident lui ont prouvé qu'elle avait tort. Le peuple ukrainien, dans son immense majorité, a décidé de prendre les armes et de résister à l'envahisseur russe, et ce, avant de compter sur le soutien de l'Occident. Jusqu'en février 2022, l'OTAN avait effectivement livré des lance-missiles anti-chars Javelin à l'Ukraine, mais n'autorisait pas leur utilisation sur le champ de bataille. Et à présent que l'on sait de quoi Poutine est capable, qu'est-ce qu'il nous dit qu'il compte s'en arrêter là? La Russie s'en était déjà prise à l'Estonie en 2007 avec une cyberattaque massive, et puis il y a aussi le cas de la Géorgie en 2008. Une vision du monde has-been. Il n'y a pas que dans le milieu universitaire que la question ukrainienne divise. Certains diplomates aussi ont des points de vue très questionnables. Par exemple, selon l'ancien consul général d'Espagne à Moscou, José Antonio Soria, ce sont les États-Unis qui empêcheraient depuis plusieurs décennies la Russie et l'Union européenne de développer de bonnes relations. On t'a parlé des écoles réalistes et idéalistes. Maintenant, on va te parler de la théorie du pivot géographique. On l'appelle aussi la théorie du Heartland. Elle a été théorisée par un géographe britannique, Alfred Mackinder, en 1904. Voilà ce qu'elle suppose. Qui contrôle l'Europe de l'Est contrôle le Heartland. Qui contrôle le Heartland contrôle l'île-monde. Qui contrôle l'île-monde contrôle le monde. En rouge, c'est ce que Mackinder appelle le Heartland, le pivot géographique. Bon, c'est assez explicite. Selon Mackinder, celui qui domine cette région contrôle ses ressources naturelles et les voies de communication. Celui qui contrôle la Russie gouverne le monde. C'est pour cette raison que les États-Unis voulaient éviter à tout prix une alliance germano-russe pendant la première moitié du XXe siècle. Heureusement, après 2 guerres mondiales et 70 ans de paix et de construction européenne, les choses ne sont juste plus les mêmes. Aujourd'hui, le nouveau pivot, c'est l'Indo-Pacifique. Les Asiatiques, et en premier lieu les Chinois, disent l'Asie-Pacifique. Le terme occidental met l'accent sur l'Inde, adversaire de la Chine, mais allié de la Russie. La notion d'Asie-Pacifique suggère que les pays non asiatiques, donc occidentaux, n'ont rien y faire, à part peut-être l'Australie. À l'époque de Mackinder, l'Asie était moins puissante et soumise en grande partie à l'expansionnisme colonial de l'Occident. Aujourd'hui, le Moyen-Orient et ses réserves de pétrole en ont fait l'une des régions les plus stratégiques au monde. Mais il y a plus d'un siècle, le pétrole n'était pas aussi important qu'il ne l'est aujourd'hui. À l'époque, le charbon était la ressource principale pour produire de l'énergie. Malgré ses défauts évidents, la mondialisation a eu quelques avantages qui ont permis d'invalider la thèse de Mackinder. Elle a pu être vraie il y a 120 ans, mais elle ne l'est tout simplement plus aujourd'hui. En parlant de théorie désuète, il y en a d'autres qui méritent le détour. Les accusations de nazisme contre le gouvernement ukrainien et la dénazification comme justification de l'invasion russe. Le point Godwin. Dénazifié encore et toujours. L'Union soviétique l'a fait une première fois à partir de 1941, quand Hitler a déclenché l'opération Barbarossa. Et pour cela, les Européens lui sont toujours reconnaissants. Mais à présent, cette justification n'est juste plus recevable. Elle est compréhensible quand elle est invoquée par des pro-russes soumis à la propagande d'État. Mais quand ce sont des intellectuels occidentaux, ça l'est un peu moins. La República Independiente de Ucrania se constituye bajo la protección del Tercer Reich. Sobre esta gente se quería edificar la nueva Ucrania.
los resultados todavía los tenemos. L'ex-consul espagnol à Moscou, qui a aussi été ambassadeur en Géorgie, un pays envahi par la Russie, a partiellement raison. Poutine a fait plusieurs fois référence aux bandéristes dans ses discours. Les bandéristes sont les disciples de Stepan Bandera, l'un des pères du nationalisme ukrainien et un collabo qui fut assassiné en 1959 par le KGB. Au cours des années 40, Bandera est responsable d'avoir aidé les nazis pour réaliser un nettoyage ethnique. Mais de nombreux Ukrainiens le considèrent comme un héros national. Il a même reçu le titre posthume de héros de l'Ukraine en 2010, un titre qui lui a été décerné par le président pro-européen Viktor Yushchenko. C'est pas brillant, j'en conviens. Mais bon, un an plus tard, un tribunal administratif de Donetsk a ordonné le retrait de ce prix, une décision entérinée par la Cour administrative suprême d'Ukraine. N'empêche que Bandera est une figure très controversée en Ukraine. Évidemment, les organes de propagande russes ont sauté sur l'occasion pour démontrer la proximité du gouvernement ukrainien avec l'idéologie nazie. Et c'est légitime de s'interroger sur cette décision d'accorder à Stepan Bandera un prix aussi symbolique. Mais il faut aussi replacer la figure de Bandera dans le contexte de l'époque. En fait, sous l'ère de Staline, durant les pires épisodes de purge, l'Union soviétique a sciemment affamé l'Ukraine. Autrement dit, au plus fort des purges staliniennes, lors des famines provoquées par la Russie pour punir l'Ukraine, ce qu'on appelle l'Holodomor, les Ukrainiens ont trouvé refuge chez les Allemands. D'ailleurs, pas que les Ukrainiens, les Finlandais ont fait pareil. Même la Suède, qui était restée neutre durant la Seconde Guerre mondiale, a collaboré avec le régime nazi. Je doute qu'on puisse accuser la Finlande et la Suède d'aujourd'hui d'être des pays nazis. Les hommes politiques viennent et partent. Parfois, leurs idées demeurent. Souvent, elles s'effacent. La Grèce, par exemple, avait jusqu'à récemment un parti d'idéologie néo-nazie, Obdoré, au sein de son parlement. Un parti qui a fini par être qualifié d'organisation criminelle et dont ses membres sont depuis passés devant un juge. En France, le Rassemblement national, un parti initialement fondé par des collabos et des antisémites, possède 126 sièges à l'Assemblée nationale. Le RN est aujourd'hui le premier parti de France. Et d'ailleurs, la Russie a soutenu financièrement ce parti. On est pourtant loin d'accuser la France de nazisme d'État. Mais pareil pour l'Ukraine. Il est évident qu'il existe des groupuscules et des mouvements politiques d'extrême droite et d'idéologie néo-nazie. Il existe bien un bataillon au sein de l'armée ukrainienne qui se revendique néo-nazi, le régiment Azov, qui était initialement une organisation paramilitaire, formée pour contrer la première offensive russe, puis qui fut absorbée par l'armée ukrainienne. Mais il y a un sacré pas à franchir pour qualifier l'Ukraine entière de nation nazie. En temps de guerre existentielle, c'est compréhensible, même si condamnable, que l'Ukraine ne se penche pas sur l'opinion politique d'une minorité de ses soldats. On admet la nécessité de ne pas prendre pour argent comptant les discours occidentaux qui condamnent l'agression russe. L'histoire nous a prouvé plus d'une fois que l'on peut nous faire gober à peu près n'importe quoi. Les couveuses au Koweït, les armes de destruction massive en Irak, une guerre de libération en Libye, mais les arguments du camp adverse peuvent être tout aussi fantasmé. Et puis, suffit de voir qui se range derrière. On a la mouvance complotiste QAnon et les autorités chinoises, qui sont passés maîtres dans l'art de la manipulation et la rétention d'informations. La dénazification n'est pas le premier prétexte farfelu que la Russie a invoqué pour s'attaquer aux intérêts occidentaux. Déjà dans les années 50, l'URSS avait accusé Washington d'expédier en RDA des patates contaminées pour ruiner les exploitations agricoles est-allemandes. Le Kremlin avait aussi prétendu durant plus de 15 ans que le VIH avait été développé dans des laboratoires aux États-Unis pour réduire la population afro-américaine. Derrière cette propagande, il y a les intérêts économiques vitaux de la Russie et en premier lieu la question du gaz. Après que l'Allemagne a renoncé à l'énergie nucléaire civile en 2011, elle a tout misé sur le gazoduc Nord Stream 2 qui traverse la mer Baltique entre la Russie et l'Allemagne. Un gazoduc qui rendait inutile celui qui traverse l'Ukraine. Poutine a estimé que l'Allemagne ne pourrait pas se passer du gaz russe en tant que première puissance industrielle européenne. Selon lui, Berlin finirait par plier et empêcherait l'UE de s'aligner sur l'Ukraine. Et bah c'est raté. L'Allemagne peut se passer du gaz russe vu qu'elle a renoncé au pipeline Nord Stream 2, dont la construction a pris une décennie entière avant d'être sabotée par on ne sait pas trop qui. Après, pas mal de pistes pointent vers une opération clandestine initiée par l'Ukraine. Celle-ci se serait ravisée après en avoir informé le Pentagone, mais il était déjà trop tard. Sabotage du gazoduc Nord Stream.
l'Ukraine pointée du doigt par l'enquête allemande. Bref, comme Macron, Poutine aussi a cru que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Mal lui en a pris, on sait dans quelle situation se trouve aujourd'hui la Russie. Et toi, quels sont tes arguments pour justifier ou au contraire discréditer l'invasion russe de l'Ukraine? Les conditions sont-elles réunies pour justifier une intervention de l'OTAN? Merci pour ton écoute et à très vite pour plus d'actu.